Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du couple. Et pour cet épisode, on a eu envie de vous parler de la maladie. Alors ça peut faire un petit peu peur comme ça quand j'en parle, mais c'est nous une expérience qu'on a vécue et qu'on continue de vivre aujourd'hui quotidiennement. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu vous en parler, parce que c'est une véritable épreuve, tant pour le conjoint qui est malade que pour le conjoint qui n'est pas malade. Ouais. Donc c'est vraiment une épreuve pour le couple qui nous a mis face à un vertige, face à une crise. Un vertige sur le plan figuré Ouais. et concret aussi, mais on reviendra dessus. Oui, c'est vrai, j'y ai même pas pensé. Qui nous a mis face à une crise qu'on n'attendait pas, qui nous est tombée dessus, Ouais. et pour laquelle on n'était pas vraiment prêt. Je pense qu'on n'est jamais prêt pour la maladie. Et du coup, nous, ce qu'on a pu constater à travers cet épisode-là, c'est que la maladie, c'est à la fois source de crise, de souffrance assez profonde, tant sur les plans physiques que psychologiques, pour soi et pour l'autre, comme je l'ai dit. Mais c'est aussi un moyen de transformer la relation, aussi pour le meilleur. Ouais. D'ailleurs, tu vois, on parlait le titre de l'épisode, c'est Ouais. Le couple à l'épreuve de la maladie. Oui, Et il y a deux sens au mot épreuve. L'épreuve, c'est l'obstacle, c'est ce qui fait mal, c'est au sens négatif. Mais il n'y a pas que le sens négatif. ouais, Il y a aussi le sens dans lequel on emploie épreuve, par exemple, pour parler d'un examen. C'est-à-dire, c'est ce qui va éprouver, c'est ce qui va valider la qualité d'une chose. Éprouver un objet, c'est valider sa qualité à travers un examen. à travers une expérience. Et on peut dire que la maladie dans le couple, comme toute autre forme de crise en fait au sein d'un couple, joue ce rôle aussi de valider, d'expérimenter un peu la qualité, la solidité d'une relation. Ouais, complètement. Ouais. Et dans notre cas, ça a renforcé le lien qu'on avait déjà mis en place. Ouais. Mais pour autant, ça a quand même été très difficile. Mais ça a été très difficile. Et on est passé peut-être par toutes les étapes. Ouais. De la lutte, de plein de choses dans lesquelles qu'on va essayer de résumer pour que chacun peut-être puisse s'y retrouver, parce qu'en fait derrière la maladie est une crise, et ce qu'on va essayer de faire là, c'est justement de voir toutes ces espèces d'étapes de déni, de toutes ces choses qui font qu'on lutte contre la crise et qu'on veut pas l'accepter, et on va revenir dessus peut-être dans un premier temps. Donc en gros, peut-être pour que vous compreniez un petit peu, on va se replacer dans le contexte. Ouais. Et je vais vous raconter comment, les débuts de ma maladie, en fait, tout mon historique médical, sans rentrer trop dans les détails quand même. En gros, ça a commencé en septembre 2021. J'ai eu des premiers symptômes qui sont apparus. C'est des symptômes ORL, donc liés à l'oreille. C'est-à-dire que j'ai eu des acouphènes très très forts à l'oreille gauche, uniquement sur une seule oreille. J'ai eu une perte de l'audition subite en me levant un matin et une sorte de pression forte, comme si on m'appuyait dans l'oreille. Du coup, j'ai direct été consulter mon ORL. Et il savait pas trop ce que j'avais. Il m'a dit c'est peut-être un virus, voilà. Parce qu'en fait, il a vu que c'était pas un bouchon. Donc, on a fait un test auditif, etc. pour voir ce que c'était. Et bon, il m'a mis sous cortisone. Et il m'a dit ça va passer. Effectivement, c'est passé. Donc, franchement, sur le coup, ça m'a pas du tout inquiétée. Je me suis dit c'est un petit virus qui s'est mis dans mon oreille et puis basta, quoi. Ensuite, en avril 2022, donc l'année d'après, entre-temps, j'avais rien eu du tout. L'année d'après, ça revient. Exactement la même chose. Je me lève un matin, oreille bouchée, acouphène dans la même oreille. Exactement la même chose. Du coup, je repars voir mon ORL. On fait des tests un peu plus poussés, IRM, etc. pour écarter une tumeur ou des choses un peu graves qui auraient pu faire pression à l'intérieur de l'oreille interne.
Bon, il se trouve que j'avais rien de tout ça. Donc, le médecin me remet sous cortisone et voilà. Et ça commence à passer. Mais un matin, je pense quelques jours après cette consultation, je me réveille. Et là, il y a tout qui tourne. Vraiment, je devais aller bosser, hein, c'était un matin comme un autre. Et là, je peux plus me lever du lit. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, bien sûr. C'était assez choquant, c'est-à-dire qu'il y a tout qui tournait, toute la pièce tournait. Je pouvais pas me lever du lit, en fait. Ouais. Tu devais me porter. Tu décrivais ça comme l'impression d'être sur un bateau qui tangue très, très, très fort au milieu d'une tempête. Mais carrément, non, parce qu'il y a les tangages et il y a les vertiges. Ouais. Je les différencie vraiment. Là, pour le coup, c'était vraiment des vertiges, je pouvais pas me lever en fait. Ouais. Ça tournait trop. Et du coup, j'étais un peu en panique, je comprenais pas ce qui se passait. Du coup, j'ai contacté le cousin de ma cousine qui est interne en ORL et bon, il m'a fait une petite consultation et il a posé les mots de maladie de Ménière. Voilà, il m'a fait une sorte de pré-diagnostic de ce que lui pensait que c'était. Je me suis pas plus inquiétée que ça. Je me suis dit que voilà, ça allait passer. Il est pas rentré dans les détails parce que je pense qu'il était pas aussi sûr de son diagnostic, ce qui est totalement normal parce qu'il m'avait pas fait tous les tests, etc. Et en gros, voilà, j'ai laissé couler. Les symptômes, ça venait, ça repartait. C'était un peu aléatoire. J'étais sous traitement à ce moment-là. Il m'avait mis sous traitement. Et ça fonctionnait plutôt pas mal. Et à l'été 2022, on était en Bretagne chez des amis. Et là, j'ai fait la plus grosse crise, je pense, de toute ma maladie. En gros, j'ai... Ah, ça s'est pas arrêté pendant toute la nuit, quoi. Pendant toute la nuit, j'ai vomi. Parce qu'en fait, comme j'ai des vertiges, je vomis énormément. C'était un soir et ça a duré, je pense, 5 heures de vertige. Plus que ça, même encore. Même plus. Vous voyez, je minimise encore les symptômes. En tout cas, c'était très violent. Ouais, c'était ultra violent, vomissement, il y a tout qui tournait pendant des heures et des heures. On avait même appelé le SAMU, mais en fait, ils nous ont dit qu'ils pouvaient rien faire à part attendre que ça passe. Ouais. Du coup, vraiment, là, c'était vraiment horrible. Et c'est vraiment devenu à ce moment-là handicapant. Parce que en tout cas dans mon métier, dans ma vie de tous les jours c'est sûr, mais dans mon métier encore plus parce que je suis dentiste et je suis exposée à beaucoup de stress, à beaucoup de bruit et la maladie elle entraîne une hyperacousie, donc j'étais hypersensible au bruit et ça a déclenché les symptômes aussi. Ouais. Donc vraiment pour mon métier, gérer les vertiges quand t'es dans la bouche d'un patient et que t'as des gestes hyper précis, déjà c'était un gros stress pour moi. Ouais. Et ensuite, j'ai pu avoir un rendez-vous spécialisé à l'hôpital Rothschild, dans une consultation vraiment faite pour ça. Et eux m'ont fait une batterie d'examens complémentaires et vraiment, ils ont confirmé le diagnostic de la maladie de Ménière. Mmh. Donc pour le coup, j'étais bien renseignée. Je m'étais bien renseignée avant et j'étais pas trop surprise du diagnostic parce que je m'y attendais. En gros, ils m'ont dit que voilà, ils m'ont expliqué que c'était une maladie chronique, inflammatoire, parfois par phase de crise et par phase de repos qui s'alternent, assez variable selon les patients. Qui connaissent pas trop la cause, ça peut être un virus, ça peut être inflammatoire comme tu l'as dit. En fait, comme souvent dans les maladies chroniques inflammatoires, on sait pas trop d'où ça vient. C'est souvent du terrain, c'est-à-dire c'est un ensemble de trucs d'alimentation, de stress. C'est ça. C'est multifactoriel en fait. Ouais. L'origine elle est vraiment multifactorielle. Et on sait pas, la médecine occidentale ne sait pas bien prendre en charge ces maladies-là. Ouais, on sait que c'est vraiment lié au stress et au mode de vie. Ouais. Enfin, en tout cas, ça a un impact. Est-ce que c'est la cause ? Je sais pas. Parce qu'il y a plusieurs causes, mais ça a un impact super fort. Ça, je m'en suis rendu compte, c'est sûr. Donc à ce moment-là, je me suis quand même mise en arrêt de travail parce que c'était trop difficile pour moi de continuer. On a doublé la dose de mon traitement parce qu'il fonctionnait plus. Bref, je suis passée par plusieurs phases. Et globalement, cette crise a fini par passer. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon. Ouais. Voilà. Ah, franchement, quand cette crise en 2022, elle s'est terminée, je me suis dit que c'était fini. Je me suis dit, c'est terminé, je suis plus en crise, je suis plus malade. Vraiment, ça a été le premier truc. Mais ça a repris presque 1 an après, en fait, au final. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, j'ai quand même eu 1 an de répit. Et du coup, vraiment, dans ma tête, je n'étais plus malade. Là, je suis vraiment passée dans la phase de déni. Je pense que c'est la première phase. Ouais. Et c'est une phase qui est normale. Et
Et là, vraiment, j'ai minimisé tout, j'ai carrément oublié tout ce que j'avais vécu avant. Je l'ai minimisé. Je pense que je voulais pas t'inquiéter toi, m'inquiéter moi et inquiéter mes proches. Donc oui, c'est ça. J'étais dans le déni, quoi. Et ça a repris ensuite en 2023, je crois. Ouais. Et je pense que moi, ma première... alors, je pense qu'en 2023, j'avais fait j'étais déjà un peu plus dans l'acceptation que tu avais une maladie. Ouais. Il y avait quand même, tu parlais de déni. Moi, si je peux parler tu l'as vécu aussi, je pense. Moi, je l'ai vécu ça complètement de mon point de vue aussi. Mm-hmm. Parce que quand on voit que l'autre souffre, on n'a pas moyen de jauger vraiment le niveau de souffrance. Donc, je pense qu'il y avait moi aussi de mon côté un certain déni au sens où j'acceptais pas forcément... c'est pas que j'acceptais pas, mais que c'est que je minimisais en fait un peu la souffrance que tu pouvais ressentir et je la mettais à distance. En mode, ouais, ça va être géré, t'inquiète. Bah, surtout quand ça passe après, on se dit c'est terminé. Ouais. Vraiment, en plus, je me suis dit l'oreille, c'est pas grave. Vraiment, je me suis dit l'oreille, c'est pas grave. Ouais. Il y a rien de grave, c'est rien du tout, ça va passer. Et en fait, je pense que tout ça, c'est sûr, c'est un mécanisme de protection. Bah, en fait, moi, ce mécanisme de protection, je l'ai ressenti aussi dans la position de celui qui de l'aidant, quoi. Ouais. Parce que ouais, comme je disais, on minimise la souffrance de l'autre aussi pour mettre à distance les émotions que ça éveille de voir la personne malade en face de soi. Parce que c'est pas évident, ça peut faire ressurgir certains trucs. Moi, je sais, ma mère, par exemple, a été malade aussi d'une maladie inflammatoire chronique quand j'étais jeune. Et j'avais réagi d'une façon un peu dans le déni aussi, en mode, ouais, de toute façon, je suis un mec fort, je m'en fous, ça va aller, de toute façon, ça ira toujours. Mais sauf qu'en fait, mais quand ça arrive, ça fait remonter ses émotions. Moi, ça a fait remonter un peu toutes les émotions que j'avais refoulées par rapport à la maladie de ma mère. Et en ça les a fait remonter, ces émotions, mais tu me les as pas exprimées du tout de suite. Non, justement, parce que les as gardées pour toi. Parce que j'étais dans le déni, c'est-à-dire c'est remonté, mais pas assez fort pour que ça revienne, pour que je puisse en prendre conscience vraiment et le digérer. C'était vraiment c'est remonté un petit peu et puis après, genre, je les taisais un peu. En fait, t'as fait ce qu'on appelle une fuite, tout simplement. Tu t'es enfermé dans le travail. Et oui, et en fait, le truc naturel qui s'est passé, c'est après le déni, c'est une forme de fuite. Et ça a surtout été vrai au moment où tu as fait ta deuxième crise, qui est arrivée du coup en 2023. Ouais. Un an pile après la crise de 2022 dont tu parlais au moment du printemps et de l'été. Et là, on s'est rendu compte en fait que c'était sérieux, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui pouvait revenir. Ah oui. Et donc là, il y a eu une étape d'abord de déni et ensuite effectivement de fuite, c'est-à-dire on se rend bien compte qu'il y a un problème, mais il y a une part de nous qui veut pas l'accepter, quoi. Et du coup on fuit. Et moi, la façon que j'ai eu de fuir en plus c'était qu'à ce moment-là, j'ai commencé un nouveau boulot qui était un boulot un peu casanier, donc je restais à la maison. J'étais en télétravail tout le temps parce que je suis producteur de musique, donc je travaille dans mon home studio. Et donc oui, il y a eu une fuite parce que je me suis réfugié complètement dans le boulot et en fait je pense que j'étais pas vraiment présent pendant un certain temps. Après, c'est vrai que t'as fui, on était dans le déni, etc. Mais c'est vrai que j'allais bien pendant un moment et on s'est pas on a repris nos vies aussi normales. Sans garder en tête que j'étais malade, parce que ça se voyait plus en fait, ça, je ne le ressentais plus dans mon quotidien. Et du coup, je pense naturellement, on a repris le cours de nos vies comme si de rien n'était, et on n'a rien appris de ce qui s'était passé. On n'en a rien tiré, on n'a pas communiqué dessus. Et ça, voilà, les émotions, elles sont restées et elles n'ont pas été communiquées. Et vraiment, le moment de l'après, en fait, quand la crise revient, c'est là que c'est le plus dur, parce que c'est là que c'est la désillusion et qu'on se dit, en fait, c'est bon, j'ai compris. Je suis malade. Et là, il y a tout le stress qui vient avec peut-être que je le serai toute ma vie. Et en tout cas, pour moi, là, c'était le pire de tous, parce que je suis vraiment rentrée dans une phase de déprime totale. Je me suis abandonnée aux symptômes qui sont revenus de plus belle en plus, surtout que mon traitement ne marchait plus à ce moment-là, parce qu'il y avait une accoutumance et en fait, il n'y avait plus rien à faire. Et du coup, je me suis abandonnée. J'ai laissé la maladie guider complètement toute ma vie en fait. J'ai arrêté de travailler, je faisais plus rien. J'étais allongée H24 dans une position du fœtus dans mon lit, parce que c'était la seule position qui calmait les symptômes en fait, qui arrêtait les vertiges. Et oui, là c'est vraiment la chute. Là pour moi ça a été
le pire en fait. Ouais. Donc toi, t'as vécu une phase un peu de dépression, d'abandon, Ouais. d'abandon face En aux fait, symptômes. je suis passée du déni à la régression totale. Ouais. Vraiment. Il n'y a pas eu d'entre-deux. Ouais. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, il y a eu plusieurs phases dans ma façon de réagir à ça. Mhm. La façon dont je me souviens de ça, c'est qu'il y a eu une phase de fusion et une phase de confrontation aussi, de lutte. Et les deux se sont un peu chevauchés de cette manière-là. Et en fait, la phase de fusion, ça a été que, comme moi je bossais à la maison à ce moment-là, et que Anna était tout le temps à la maison aussi parce qu'elle avait arrêté son boulot, en fait, j'étais tout le temps en fait, dans la position de l'aidant, et j'ai commencé à régler toute ma vie sur la maladie d'Anna. Ouais. Et en fait, ça a complètement phagocyté toute mon existence, ça a accaparé toute mon existence, et je me suis mis à ne vivre que par le prisme de sa maladie. Bien sûr, mais parce que aussi, moi, je te poussais inconsciemment à faire ça, parce que je suis vraiment passée en mode victime. Ma vie est fichue. À ce stade, les symptômes, ils étaient tellement forts que j'étais devenue dépendante. Je pouvais pas faire à manger, etc. J'avais du mal à me lever. Et du coup, Et en plus, comme j'étais malade, c'est comme si j'avais le droit, entre guillemets, de me plaindre plus que toi. Et du coup, je profitais à fond de ce droit-là que je m'étais octroyé, et je t'en faisais baver, quoi. Enfin, pas volontairement, effectivement, mais involontairement, t'es vraiment devenu mon aidant, et tu devais supporter la pression mentale, psychologique. Tu devais être un soutien pour quand j'avais mal. Tu devais vérifier que je prenais mes médicaments comme il fallait. Enfin, vraiment, c'était pas évident, je pense. Ce mais que t'as après, vécu. le truc, c'est que moi aussi, j'ai complètement alimenté cette énergie parce que je me suis, comme je disais, complètement enfermé à la maison, à être tout le temps à tes côtés, à voir toute ma vie par le prisme de toi et de ta maladie. Et en fait, ça a eu un double effet un peu pernicieux. Le premier effet, ça a été que moi, j'ai arrêté du coup d'écouter mes besoins complètement. C'est-à-dire que je ne vivais que par ton prisme. Donc, c'était vraiment un truc de fusion. Ouais. On s'en est pas rendu compte du tout. Vraiment, on est tombé dans la fusion peu à peu. C'est clair. Mais ouais, c'est fou. Donc ça, c'était le premier effet pernicieux. Et le deuxième effet, c'était que comme je niais complètement mes besoins et que je me respectais plus en fait moi-même dans mes envies et dans plein de choses, et en fait, je te reprochais un petit peu d'être malade. Ouais. Et donc, je te faisais culpabiliser de façon un peu inconsciente et implicite. Et je pense que je le ressentais, et du coup, je culpabilisais beaucoup. Et je pense que ça te maintenait aussi dans la maladie. Bien sûr, parce que la culpabilité, c'est jamais bon pour guérir. Et ce qui est pas bon, c'est qu'en fait, ce double truc-là, ce que ça a créé aussi, ça a créé chez moi une non-acceptation et de la confrontation, et une phase de confrontation, de lutte par rapport à ce que tu ressentais, par rapport à tes symptômes, au sens où j'alternais des phases où j'étais complètement aidant, et c'est-à-dire où je voyais plus que ça, et j'étais devenu un infirmier, quoi. Et des phases où j'étais complètement en train de lutter contre ça et de te dire mais faut que tu te sors de là, faut que tu te bouges. Et donc j'étais à la fois ton psychologue, ton coach de vie, et en même temps ton infirmier. Et en fait, moi en plus quand t'étais mon coach de vie, je le supportais vraiment pas bien, parce que je me disais oh putain, il me dit ça parce que il en a marre. Du coup ça me faisait encore plus culpabiliser en fait, que tu me dises il faut que tu te bouges, il faut. C'était pire pour moi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc du coup c'était un espèce de cercle vicieux. Et c'était vraiment très très dur à vivre, quoi. Et je sais pas à quel moment on s'en est sorti de ça, mais justement parce qu'à un moment t'en as eu marre, et tu me l'as dit. Pour la première fois, on a communiqué, donc c'est arrivé franchement tard. Franchement, si vous êtes dans la même situation, la communication, pourtant on le répète à chaque épisode, mais là pour le coup c'est ultra important quand on fait face à une épreuve comme ça. C'était une communication qui était quand même assez rêche, au sens où je t'ai dit que j'en pouvais plus en fait de tout voir par le prisme de la maladie. Donc, et je te disais et aussi toi, il faut que tu arrêtes avec ça, et que tu retrouves une combativité, et que tu te relèves de ça, et que tu apprennes à vivre avec la maladie, parce que moi je peux plus en fait, je peux plus être là. Bien sûr. Je peux plus. Et je pense que ce que j'ai fait à ce moment-là pour valider ce truc-là, parce que j'en parlais avant, je te disais il faut que t'arrêtes et tout, mais en fait moi-même je continuais à entretenir ce truc-là de dépendance, complètement. Où moi j'étais complètement dépendante de toi en fait. C'est ça, parce que en fait, je voulais, et ça, je pense que ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette maladie-là, elle a fait ressurgir complètement mon complexe du sauveur. Ouais. C'est-à-dire que clairement, moi, j'ai ce truc-là. J'aime bien sauver les gens avec qui je suis en relation. J'ai déjà eu ça plusieurs fois dans le passé, c'est revenu. Et d'ailleurs, de façon assez marrante, ironique, mes 2 copines précédentes
avaient eu des maladies aussi. Ok. Et donc c'était comme s'il fallait que je sois là pour être la personne qui va les sauver, qui va les aider, et que ça donnait en fait une légitimité à qui je suis de devenir la personne qui aide. Grave. Donc il y a clairement une blessure profonde à cet endroit-là, et la maladie, elle a clairement mis ça en exergue chez moi. Et en fait, du coup, je reprochais à Anna d'avoir besoin de moi. Parce que ça me faisait mal en fait et j'aimais pas cette situation et voilà, tout en continuant d'alimenter en fait par moi-même ma fusion et ma dépendance, le besoin qu'elle avait de moi, c'est-à-dire que j'étais tout le temps trop présent, à l'étouffer peut-être même avec ma présence. Ouais. Et en fait j'alimentais ce truc-là. Et il y a un moment où je pense que ça a commencé à évoluer la maladie, c'est le moment où moi j'ai dit en fait stop, je me barre. Alors je me suis barré pendant une semaine, j'étais chez un copain. Ouais. Dans le sud de la France. Et puis, attention, tu me l'as pas dit comme ça, t'es pas parti du jour au lendemain. Non, on a eu la discussion avant, ouais, c'est clair. une discussion qui était ultra importante, qui nous a appris beaucoup sur la situation. On s'est rendu compte que finalement, c'est ce que tu m'as dit, hein, que t'avais trop d'émotions, c'était trop, il y avait un trop plein, et qu'en fait et moi je le ressentais, hein, t'étais plus vraiment disponible en fait. Toi qui voulais absolument être disponible pour moi, finalement ça devenait stérile et tu ne l'étais plus et t'étais plus une présence qui était bonne, pour moi. Et tu n'étais plus cet accompagnant qui est sain, entre guillemets, qui est sain pour ma guérison. Mais tu vois, j'aimerais dire un truc par rapport à ça. Tu dis, on a eu la discussion. Moi, je trouve que parfois, on peut peut-être aussi se perdre dans la discussion. C'est un truc que j'ai vécu à la fois avec toi et dans d'autres relations aussi. C'est-à-dire, on discute énormément, on pense qu'on résout les problèmes en parlant beaucoup, en étant très lucide. Mais en fait, tu vois, moi-même, tant que j'ai pas lié l'acte à la parole, on pouvait discuter 1000 ans du fait que tu te plains trop et tout ça. Si moi-même et toi, on continuait d'alimenter cette énergie toi de la victime et moi du soignant, ça marche pas. Et donc là, ce qui a été bien, c'est qu'on a eu une discussion. T'as posé tes limites. Mais la discussion, elle s'est suivie par des actes. C'est-à-dire que dans les actes. C'est-à-dire que tu m'as dit, ok, là, j'ai besoin qu'on se sépare un peu, de prendre, on avait besoin de prendre nos distances chacun. Et du coup, tu l'as fait. T'es vraiment parti quelques jours, je me rappelle, avec ton pote Quentin. Ouais, exactement. Big up à lui. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que j'ai joint l'acte à la parole. Ça n'a pas seulement été une belle discussion où on résout les trucs mentalement. Ça a été vraiment, on a discuté de ça. Une fois qu'on a posé que c'était plus possible et qu'on a repéré qu'il y avait un vrai problème, et ben après j'ai pris l'acte. Je dis en fait là, je m'en vais pendant une semaine. J'ai besoin de respirer. Et ça a énormément eu d'effets positifs parce que toi, tu t'es rendu compte que tu pouvais survivre. Tu t'es clairement rendu compte que tu pouvais survivre sans moi. Et clairement, c'était même mieux. Enfin, vraiment, quand je me suis retrouvée seule, c'est comme s'il y avait un poids, genre j'ai arrêté de culpabiliser et il y avait un poids qui se libérait, quoi. Et vraiment, c'est là que j'ai commencé à aller mieux, en fait. Et commencer à ce travail d'acceptation dont on va parler maintenant. Il a commencé à ce moment-là, au moment où je me suis retrouvée seule avec moi-même et où j'étais plus étouffée par ta présence, quoi. Et moi, il s'est passé le truc aussi en... Et toi aussi, exactement la même chose de ton côté. C'est la même chose en miroir chez moi. T'étais plus étouffée par ma maladie, etc., par ma présence. Et t'as pu aussi, au final, être plus présent à distance en m'envoyant des photos, en me disant que c'était trop bien, que tu kiffais et tout. Du coup, moi, ça m'a mis trop bien. Vraiment, j'ai déculpabilisé. J'étais, c'est super, kiffe. Et du coup, j'ai kiffé avec toi à distance, quoi. C'est clair. Ouais, donc ça, c'était vraiment la conclusion qu'on a eue. Et c'est peut-être le moment où on est rentré peut-être dans la deuxième phase et qui est peut-être aussi la deuxième partie de cet épisode, qui est le moment d'acceptation, quoi. Ouais, moi, ce travail d'acceptation, je l'ai fait du coup assez tardivement, hein. Enfin, pas si tardivement, au final, 2 ans après. Et aujourd'hui, je continue de faire ce travail. C'est je pense, un travail qui durera peut-être pas toute la vie, mais en tout cas une bonne partie de ma vie. Et aujourd'hui, la maladie, je la vois plus comme je la voyais avant, c'est-à-dire je vois plus que les aspects négatifs de la maladie. Aujourd'hui, c'est vraiment la maladie, elle vient quand j'en ai besoin, presque, j'ai envie de dire. En tout cas, mon corps me parle. C'est comme ça que je le vois. C'est les petites piqûres de rappel quand je stresse trop. Quand le mental est là, c'est la voix du corps qui me parle par des vertiges, par des acouphènes, et j'ai appris du coup à l'écouter. J'ai aussi appris à avoir plus de gratitude dans les moments où ça va. Quand je me réveille le matin dans le silence, pour moi c'est incroyable, c'est une gratitude de fou. Je dis merci, quoi. Et ça, je le voyais pas avant. Je voyais que les aspects négatifs et aujourd'hui, c'est devenu un peu...
je me laisse plus. C'est devenu un petit peu comme une boussole, ma maladie. Je me laisse plus. Je laisse plus ma vie être guidée comme ça de manière aléatoire par les symptômes. J'ai repris du contrôle, mais un contrôle qui est plutôt sain. En fait, c'est ça que ça m'évoque, ce que tu es en train de dire, c'est que en fait, tu as été chercher en toi une ressource que tu avais perdue ou que Complètement. Et cette ressource-là, cette ressource de contrôler ma vie en fait. De combativité. Ouais, de combativité, de plus se laisser en mode victime, happée par la vie, en mode j'ai aucun contrôle, ma vie est fichue. Ouais, non, ça c'est fini quoi. Ouais. Et même aujourd'hui, quand j'ai des périodes où c'est plus difficile, je sais déjà que ça va passer, parce que ça passe toujours en fait, et que ça va passer plus vite si je l'accepte. Et si je me dis, ok, ce matin, je suis pas très bien, c'est pas grave, je l'accepte, je déculpabilise, je vais me reposer, je vais faire une journée un peu chill, et le lendemain, je sais que ça ira mieux. Ouais. C'est vraiment ça que ça m'a appris, quoi. Oui, et il y a autre chose dont j'aimerais parler par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que la résolution de cette crise, elle est passée quand toi, tu as accepté de trouver en toi les ressources que je t'empêchais de trouver parce que je t'étouffais avec. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que moi, cette notion de combativité, d'être présent, d'être toujours là et tout ça, ce truc-là, et que je te disais, et que je faisais refléter sur toi en t'en parlant tout le temps, en disant ouais, vas-y, mais il faut que tu sois plus forte que ta maladie, il faut que tu te battes et tout. En fait, ce truc-là, comme moi, j'ai arrêté de te l'imposer par la parole et par ma présence un peu trop envahissante, toi, tu as été la trouver en toi. Ouais. Et c'est comme ça que tu as pu dépasser la maladie avec une acceptation active qui est à la fois de respirer à travers les symptômes, tu vois, de les accepter, de faire un travail d'acceptation, de vraiment d'être avec et de pas les juger. Et en même temps, un truc actif de pas laisser ta journée et ta vie, en fait, être trop bouleversée par ça. Alors certes, il y a un truc d'écoute, mais il y a aussi un truc il y a des moments où genre c'est bien beau d'être toujours à l'écoute de ce qui va pas, mais des fois il faut y aller quand même. Parfois il faut se lever et même si ça tourne et même si on va pas bien, et on va à cette soirée. Et en fait quand on rentre le soir, en fait ça va mieux. Ça va mieux puisque j'ai accompli quelque chose, j'ai pas été passive, j'ai été active, j'ai vu des gens, ça m'a fait du bien. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais les 3/4 du temps, au final, ça se passe mieux que ce que j'avais prévu. Et c'est vrai qu'au début de ma maladie, en tout cas au milieu même, je refusais des sorties, je refusais de partir en voyage, je refusais de prendre la voiture, enfin plein de choses. Je me les empêchais parce que j'anticipais la potentialité d'être pas bien, quoi. Ouais. Et en fait, ça c'est le pire parce que si t'anticipes, forcément le truc il va arriver, quoi. Ouais, c'est clair. Non, là ça va. Ok, je dis que je vais y aller. Si vraiment c'est impossible, j'annule, c'est pas grave, mes potes sont prévenus, y a aucun problème. Et si y a rien, j'y vais quand même. Et j'arrête de trop anticiper tout sur la maladie, quoi. Ouais. C'est pas elle qui doit contrôler ma vie, en fait. Et donc du coup, ça c'est arrivé de ton côté, et moi peut-être aussi de mon côté, pour sortir de ça. J'ai dû faire appel à des ressources que je voulais plus voir, en tout cas que j'avais oublié même que j'avais. Et cette ressource, c'était l'inverse, en fait. C'est-à-dire, c'est non pas la force qui doit toujours être dans la combativité, qui est un peu écrasante par sa présence. C'est plus un truc d'être en retrait et d'être dans l'acceptation de ce qui arrive, d'être dans une énergie qui est plus, passive. Tu vois, plus passive, en fait. Et moi, je manque de ça, quoi. Et moi, je manquais enfin, je sais pas comment on dit, de ce côté actif. Toi, tu manquais de ce côté passif. Et la maladie, elle nous a permis de chacun aller puiser dans ce qu'on n'avait pas et d'aller puiser chez l'autre ce dont on avait besoin pour s'en sortir, en fait. C'est clair. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que moi, mon acceptation de cette crise, elle a continué après ta crise, parce qu'en fait, ça a réveillé chez moi aussi une maladie chronique. Oui. Qui est une maladie des intestins. Bon, c'est l'intestin irritable. C'est un truc assez connu, assez répandu. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ta maladie a fait rejaillir des émotions que j'ai pas pu digérer. Et peu de temps après, c'est ressorti, quoi. C'est ressorti dans le ventre, ouais. C'est ressorti dans le ventre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, effectivement, si j'ai été trop présent et que j'ai pas su justement être dans cette position plus d'accueil et plus d'intériorité, c'est aussi parce que ta maladie a fait rejaillir chez moi, a fait ressortir des émotions que je n'ai pas voulu voir, regarder et digérer et assimiler, en fait. Et ce travail-là de passer par
une acceptation profonde des émotions qui avaient ressurgi. Ça a pris beaucoup de temps après et c'est encore en train de se faire en fait. C'est un processus qui est encore en train de se faire. Alors je dis pas que ces émotions elles sont ressurgies que à cause de ta maladie. Ça a joué. Ça a joué. Mais en tout cas, ça a joué et je suis encore aujourd'hui en fait dans cette phase d'apprendre à te ressembler davantage, c'est-à-dire à être plus dans cette belle douceur qui est en fait cette énergie qui respire avec les choses et qui les laisse exister et qui est pas en train de combler en permanence par une surprésence et un surcontrôle en fait. Et il y a cette idée d'apprendre à... Oui, parce que toi, tu as la tendance inverse de vouloir tout contrôler. Ouais. Toi, tu es un contrôle freak c'est ça, c'est clair. total. Et cette maladie-là, de l'intestin irritable, elle demande l'inverse, en fait. Elle demande à laisser couler, à mieux assimiler les émotions, à mieux les écouter, à mieux faire silence pour les accueillir. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que moi, là, en ce moment, je suis un peu dans une phase de crise de ma maladie, on peut le dire. Ouais. Mais cette phase de crise-là, qui est peut-être la 2e ou la 3e fois que ça arrive sur quelques années, c'est l'occasion pour moi en ce moment de faire un vrai travail justement de méditation. Donc là, j'ai commencé ça fait 2 semaines que je médite tous les jours, justement parce que j'ai pris conscience de cette nécessité d'accueillir davantage en fait ce qui vient. Et donc pour dire que la crise qu'a suscité en fait ta maladie, elle a trouvé sa résolution encore aujourd'hui. Elle est en train de se résoudre toujours dans le présent, et elle se résout en allant chercher chacun des ressources qu'on pensait pas avoir et qui viennent compléter qui on est. Et voilà, et ça donne aussi un sens à notre relation, au sens où j'apprends de toi, parce que moi j'avais pas cette douceur là, moi j'étais toujours dans le contrôle donc j'apprends de ta douceur et de ta capacité à respirer avec les choses, à être dans le corps, à accueillir les émotions, en tout cas à les voir et à être avec. Et moi inversement, j'apprends à avoir plus de contrôle sur les choses, à moins être passive, etc. Et c'est ça aussi les vertiges, c'est ce qu'une fois quelqu'un m'a dit, en fait t'as des vertiges parce que tu n'as pas de repères, parce que t'es pas assez dans le contrôle, tu te laisses bercer par tout ce qui t'arrive, etc. Et c'est pour ça que j'avais je pense que des vertiges. Ça, c'est le côté un peu symbolique, si on y croit ou pas. Mais oui, c'est vrai que moi, j'ai appris de toi là-dessus. Et c'est peut-être ça l'amour, finalement. Oui. Et justement, ça nous amène peut-être à notre 3e et dernière partie, qui est aussi une partie de conclusion. C'est de dire que, en fait, l'amour commence après 3 ans. Ouais, est-ce que l'amour, elle commence pas vraiment l'amour plutôt, il commence pas vraiment quand on a fait vraiment le deuil de cette vision parfaite du couple. Idéal. Et c'est intéressant de voir ça. Alors, je dis l'amour commence après 3 ans sciemment parce que c'est le titre d'un roman très connu. L'amour dure 3 ans. C'est ça, de Beck BD. Et en fait, j'aimerais aller complètement contre ce truc-là. Parce que ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que la crise que tu as faite, la dernière crise que tu as eue de ta maladie, c'était pile pendant nos 3 ans c'est vrai. de relation. Et en fait, ça a vraiment été l'occasion pour nous d'un vrai deuil de ce truc idéal, de cette vision un peu idéalisée qu'on pouvait avoir de l'autre. Et c'est là que l'amour justement peut commencer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après 3 ans, on n'est plus dans la phase de passion où en fait on est là à subir presque un espèce de cocktail hormonal. Donc c'est une phase assez passive de passion où tout semble couler sans qu'on ait le contrôle dessus, parce que on se découvre, on est là, c'est la lune de miel, quoi. C'est la lune de miel, c'est l'excitation, et en fait il y a un moment où t'arrives dans des phases de crise. La maladie a été la crise pour nous à ce moment-là, et la crise te met au visage toutes les émotions que t'as pas voulu digérer et que l'autre te fait revivre, aussi toutes les choses que tu voulais pas voir chez l'autre et tous ces points négatifs qui ressurgissent de façon hyper forte et qui ne sont que le miroir aussi de ce que toi t'as pas résolu chez toi. Et en fait là c'est le moment en fait où commence la vraie confrontation, et là où la première partie de l'amour pendant les 3 premières années, on va dire, est très passive et dans une espèce de cocktail comme je disais, d'hormones qui nous mettent dans un état de bien-être et où on peut kiffer ensemble et tout. Là commence une phase où c'est la 2e partie, et c'est là que l'amour devient plus complet. C'est le moment où l'amour, ça devient quelque chose d'actif. Quelque chose d'actif, c'est une présence bienveillante, active, et ce malgré la souffrance et malgré la douleur. Et malgré les points de dissension et malgré malgré la crise, et c'est continuer, rester présent pour l'autre, pour soi, rester présent à sa souffrance et à celle de l'autre,
Et ça, pour le coup, c'est beaucoup moins glamour, c'est beaucoup moins sexy. Mais ça a fait passer notre couple dans un stade... Et clairement, ça propulse le couple dans une autre dimension. Ouais. Et je dis pas que la première partie de l'aventure, là, les 3 premières années, c'est pas de l'amour. C'est une partie de l'amour, et c'est très bien de vivre la passion, et c'est très cool. Mais l'amour, il n'y a pas que ça. Bon, en fait, et d'ailleurs, ça peut nous amener à définir l'amour autrement, parce qu'on dit oui, l'amour c'est une chaleur, souvent on définit comme ça, on dit c'est une chaleur, oui, c'est ça. C'est un sentiment c'est un sentiment positif. Ouais. Mais en fait, l'amour c'est pas que un sentiment positif. L'amour c'est aussi, et c'est pour ça que j'aimerais redéfinir un peu ce que c'est que l'amour. Je dirais que l'amour c'est peut-être équivalent, selon moi, à une présence bienveillante. Et une présence bienveillante dans les moments où ça va. Donc et là c'est plus facile d'être présent de façon bienveillante quand tout roule et qu'on est dans la lune de miel, mais aussi une présence bienveillante qui fait l'épreuve de la souffrance et de la maladie. Et alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que là où avant c'était passif, là ça devient actif. Là, ça devient un travail. Là, c'est quand la souffrance émerge, pour rester avec et respirer avec, là, il faut faire le choix de faire ça. C'est-à-dire, il faut se poser, respirer, faire un travail de conscience, même quand ça fait mal. Ça demande quelque chose d'actif, en fait. Quelque chose de, à la fois un lâcher prise et en même temps, une présence à soi et à l'autre. Et donc là, la présence bienveillante dont on parle, à l'épreuve de la crise et de la maladie, ça devient difficile. Et c'est là que l'amour devient complet. C'est à la fois quand la phase passive et la phase active, liées à des étapes différentes de vie, des étapes de plaisir et des étapes de souffrance, quand on peut expérimenter les deux et traverser ça ensemble. Et traverser ça ensemble. Encore plus unis. Et voir que l'amour continue malgré ça et être encore plus uni, comme tu le dis, là, l'amour prend son sens et là, l'amour devient complet, en fait. Ouais, et je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode. C'est une bonne conclusion. Ouais. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode. Oui. À très vite. À très vite.